Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. La seule façon de garantir la paix, c'est de faire apparaître toute guerre comme étant vouée à l'échec. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis William Wallace. Pour être libre donc, il faut être craint. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? Et pour être craint, il faut être puissant. L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. Notre pays détient cette arme hors du commun. Capable de réduire la population à néant. L'arme dont on a besoin de se servir qu'une fois. Je l'appelle l'ex-femme. Aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Il faut se battre. Arrêtez de crier, monsieur, je vous assure, c'est pénible. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Vive la République, vive la France. Nous sommes en guerre. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce mercredi 4 mars 2027. Nous allons être ensemble. Je dis pas qu'on va aller chercher midi à 14h, mais on sera ensemble de midi à 14h. Je suis entouré par mes précieux collaborateurs. Ils sont d'une humeur de dog aujourd'hui, je sais pas pour Datis qui est passé, demain il y a Monsieur Bournazel, certains sont parisiens, d'autres de Boulogne, mais on se calme, enfin tout va bien se passer, n'ayez pas peur du suffrage universel. Maud Koffler est là, bonjour. Toujours très énergique, Julien Delmas qui va s'assurer de la qualité de cette émission qui est irréprochable, Elvie qui nous a toujours Elvie au coin de l'œil, parce qu'il a besoin de retranscrire sur le web toutes les choses précieuses et pertinentes que l'on raconte sur cette antenne, et puis Emmanuel Galasso est à l'écoute du peuple français. Dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire Manu. Alors je suis touché parce que c'est celui de ma maman aussi. Elle aurait eu 98 ans aujourd'hui. Le 4 mars, ça c'est bientôt le printemps, vous avez vu, ça fleurit, ça bourgeonne dans tous les sens. Les jeunes gens sont en train, voilà, on les voit sortir ensemble, frivoles. Et ben c'est la vie qui reprend. Et donc je vous disais Emmanuel Galasso qui attend vos appels au 0826 300 300 parce que les sujets dont nous allons parler aujourd'hui vont évidemment exciter votre curiosité, stimuler votre besoin de réagir et certainement vous pousser à nous dire ce que vous pensez de cette actualité. Alors, Emmanuel Macron s'est pris pour le président de la République hier soir et ça tombe bien parce qu'il l'est. Et on a été tous étonné par cette prestation, par la brièveté du propos. Alors ensuite, il y a le fond. Est-ce qu'il faut s'engager de cette façon? Est-ce que la France a les moyens? Est-ce que c'est prudent et pertinent? Est-ce que le président de la République représentait l'opinion des Français hier soir? On va en discuter avec le colonel Père de Jong, qui est un expert patenté que l'on voit sur les plateaux de télévision, cofondateur de l'Institut Thémis. Vous nous direz, mon colonel, ce qu'est l'Institut Thémis, et expert en questions de défense, parce qu'il a participé en un temps au secret défense de l'État. Il était au Saint-Dédrin de l'Élysée et il assistait aux décisions au sommet de la République. La justice française a-t-elle été à la hauteur des enjeux au procès lié à la tragédie de Samuel Paty? Certains disent qu'elle a été clémente, d'autres qu'elle a été comme elle devait être avec la sévérité requise. Le climat pendant l'audience était un petit peu tendu, la famille semblait un petit peu déçue. On va en discuter avec Étienne Cantillon, journaliste à Marianne, qui a assisté au procès. Et puis de 13 à 14 heures, j'ai mal à mon école, je recevrai Jean-Paul Briguelli, professeur, expert qui a écrit La fabrique du crétin. Et il va nous dire que la fabrique du crétin, hélas, se porte bien et qu'on continue toujours à en fabriquer autant et que ça n'ira pas en s'arrangeant. On a même une statistique disant que la part du privé pourrait atteindre 50% à Paris d'ici 2035. L'école de la République se porte mal. Et puis ma chère Maud, on va faire une petite perle parmi d'autres. De nombreuses perles, mais un petit détail dans cette actualité très riche. Le Parti Socialiste acte son divorce avec la France Insoumise, du moins pour les municipales. On verra après. Eh bien, ils ont mis le temps, parce que quelle patience quand même, hein, je les comprends. Voilà. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça aujourd'hui, mais j'étais hier, comme beaucoup de Français, devant mon téléviseur et j'ai écouté l'allocution télévisée du chef de l'État. Quand j'étais gamin, je me souviens de celle du général de Gaulle qui, en général, commençait par des musiques du XVIe siècle, de Lully ou de Charpentier. Et on a eu hier un chef d'État, il est président de la République. On a eu hier le discours d'un chef d'État, court d'abord, et comme disait le général de Gaulle, plus c'est concis, plus c'est précis. Ensuite, on peut se poser légitimement la question, d'abord une première remarque, il en a tellement fait, il en a tellement dit,
que pour une fois où il parle à bon escient, avec des propos cohérents, et où il engage la France d'une façon acceptable, eh bien on dit, ah bon, alors est-ce que cette fois-ci c'est la bonne, est-ce que c'est sérieux, est-ce qu'il avait matière à le dire, est-ce qu'il a les moyens de sa politique. On sait, je vais en discuter avec le colonel Pierre de Jong tout à l'heure, le président de la République française dispose de pouvoirs accrus et absolus en matière de défense, y compris sans le consentement du gouvernement et du Parlement en un premier temps, parce qu'ensuite il est obligé évidemment de se référer aux institutions. Est-ce que pour autant la déclaration d'hier correspond à une réalité? Est-ce que notre force nucléaire est vraiment aussi dissuasive qu'on peut le penser vu la situation? Est-ce que le Charles de Gaulle est le bienvenu dans un système où il n'a pas été prévu? Et est-ce que la République française ne se mêle pas un petit peu de ce qui ne la regarde pas aux yeux de l'engagement, même si elle a des liens avec des pays du Golfe, et c'est bien ce qu'a dit le président de la République hier, Emmanuel Macron a dit nous avons des obligations et nous serons présents pour défendre nos alliés. Est-ce que dire je vais défendre mes alliés et voire participer au combat, ce n'est pas mettre les pieds dans l'engrenage et donner l'occasion à ceux qui nous veulent du mal de dire mais si la France rejoint Israël et les États-Unis, elle subira les conséquences de son engagement politique. Voilà, tout ça reste à débattre. On a vu un homme, j'ai vu physiquement par rapport au premier jour de son mandat. On se souvient de ce jeune homme alerte et dynamique lors de la cérémonie du Louvre de son investiture. On a vu que cette fonction marque physiquement, elle est éprouvante. Il a un coup de vieux et tout à son honneur. Ça veut dire qu'il s'est donné. C'est une mission certainement une mission totalement difficile. Ça personne ne le doute. Il est dans une situation où il engage la France de façon très solennelle. Il parlait comme s'il avait une majorité absolue et un gouvernement totalement à ses ordres, même si le Premier ministre est un de ses amis. Pour autant, la situation institutionnelle et politique française est très fragile. Et c'est vrai qu'on a plus de poids, qu'on a plus d'autorité et qu'on est plus convaincant quand on a le pays derrière soi, les institutions, le Parlement et le gouvernement. Ce n'est pas le cas. Pour autant, nous faisons acte de respect envers la fonction du président de la République. Espérons qu'il ne se soit pas trompé et espérons que l'image de la France, malgré les engagements verbaux qu'il a formulés et qui sont légitimes, espérons que la force de la France retrouvera un peu plus de crédit à l'étranger, de crédit en Orient. On a connu des périodes plus glorieuses, le colonel Pierre de Jong le sait. On a connu des périodes où on était plus respecté, qu'on était plus craint, comme on a dit. Je redoute que la crainte que nous inspirons aujourd'hui ne soit pas à la hauteur des engagements que le président de la République a pris hier soir devant les Françaises et les Français. La France n'entre pas en guerre, mais elle souhaite montrer sa capacité à défendre ses intérêts. On en parle dans un instant. Vous avez certainement un avis sur la question ou des questions, surtout sur le sujet. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis qu'Israël et les États-Unis sont officiellement entrés en guerre contre l'Iran, le Moyen-Orient s'embrase et la France a décidé de s'impliquer en envoyant 2 porte-avions en Méditerranée, la frégate Languedoc à Chypre, des Rafales et des systèmes de défense antiaérienne au Moyen-Orient. Pour Emmanuel Macron qui tenait une allocution hier soir, le but n'est pas d'entrer en guerre mais de pouvoir montrer notre capacité à défendre nos intérêts, nos partenaires si besoin et nos ressortissants au Moyen-Orient. On en parle sur Sud Radio avec Pierre de Jong, ancien colonel de marine et cofondateur de l'Institut Thémis. Bonjour. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors, vous êtes bien colonel d'armée de terre dans la marine, vous n'êtes pas capitaine de frégate. Non, je suis infanterie de marine. Infanterie de marine. Depuis Richelieu, 1622. Donc, absolument, grand corps de l'armée française. Exactement. Mon colonel, merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. On connaît votre expertise et votre expérience, les deux, sur les questions de défense et questions militaires. Nous discutions tout à l'heure avant l'antenne. Vous êtes plus indulgent que moi sur la prestation d'hier du président de la République, même si je viens de reconnaître qu'il avait été à hauteur de la fonction et qu'il fallait de toutes les manières se prononcer. Autre question de savoir, est-ce qu'il a vraiment les moyens de ses propos et est-ce que l'image de la France n'est pas à ce point abîmée que même s'il vient rehausser un petit peu le niveau, on a quand même une carence de crédibilité. Est-ce qu'on vraiment, notre image se porte si mal que ça, au point qu'on n'ait pas été ni consulté, ni prévenu? Je me souviens que quand, je vous donne la parole tout de suite, Kennedy a tout de suite prévenu de Gaulle quand il y a eu l'affaire des missiles à Cuba, et le général de Gaulle, qui était pourtant très méfiant vis-à-vis des États-Unis, lui avait dit « Nous sommes alliés, et quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés ». Est-ce que la donne a changé depuis cette époque? Depuis le général de Gaulle, indéniablement, surtout qu'il y a un personnage qui s'appelle Trump, qui est arrivé aux affaires et qui est assez décontracté dans les relations internationales. Vous voyez hier un exemple, il parle d'un chef d'État, il
il dit il est gentil, c'est un bon garçon, on fera quelque chose avec. Donc en fait, il est relativement décontracté dans ses relations avec les autres. D'où, je dirais, le petit instant d'agacement du président de la République il y a quelques semaines en disant on n'a même pas été prévenu de ce qui se passait. Donc c'est vrai que, encore une fois, les Américains ont besoin de personne. Ils dirigent l'OTAN. Il y a une espèce de domination de puissance qui fait que pour un Français, les Français, on a des particularismes. Vous évoquiez le général de Gaulle. C'est sûr qu'on se réfère toujours à lui. Et en fait, on avait une position qui était toujours un peu respectée. Et c'est vrai que depuis quelques années, et moi je considère que c'est depuis les années 2000, puisqu'en fait nos armées ont baissé en effectifs, ont baissé en budget, ont baissé en organisation. Donc notre armée est beaucoup moins performante, en tout cas l'armée conventionnelle. Et c'est vrai qu'on a perdu en poids. Et le fait de rentrer dans l'OTAN, avec à l'époque du président Sarkozy, on a perdu beaucoup de marge de manœuvre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation on suit davantage qu'on initie. C'est un peu le problème qu'on a. Mais on est toujours au Conseil de sécurité, même si ça ne sert pas à grand chose actuellement. Mais c'est vrai qu'on est toujours positionné comme une puissance majeure et entre autres, double point grâce au nucléaire. Et avant-hier, le président fait un bon discours sur le sujet. Vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, et on l'a dit ici et partout ailleurs, depuis la chute du mur, on a baissé la garde parce qu'on s'est dit les causes ou les clauses, les probabilités de guerre se sont abaissées, et donc il n'y a pas besoin d'être vigilant. La preuve que non, il peut toujours y avoir des conflits sur des terrains internationaux, et il faut pouvoir être présent et avoir les moyens de sa politique. Est-ce qu'il est prudent, dans la mesure où nous avons été tenus à l'écart, nous avons des obligations avec certains États du Golfe. Est-ce qu'il est prudent aujourd'hui, vu la complexité de cette situation, ce conflit a été déclenché au mépris de toutes les lois internationales, à l'initiative de Benjamin Netanyahou, dont il sait qu'il règle aussi un problème local et un problème personnel. Le président Trump a suivi, qui est un petit peu va-t-en-guerre. Est-ce qu'il fallait dès à présent, dès le 3 mars, dire, on y va aussi et on rentre dans la mêlée? Est-ce bien prudent et c'est bien pertinent? Alors, sur le droit international, un petit mot. Les Iraniens l'avaient largement bafoué en liquidant entre 30 et 40 000 personnes, et puis en rentrant dans la course. C'est pas une raison, mon colonel. En même temps, quand votre adversaire potentiel est sorti des limites de l'épure, en même temps, le droit, on peut peut-être trouver une solution. Maintenant, on vit dans l'époque des superpuissances, on vit dans une autre époque. C'est vrai que le droit est malmené. On voit bien que les Nations Unies n'existent quasiment plus. Donc c'est vrai qu'on vit dans un autre monde. Maintenant, ceci étant dit, encore une fois, la France s'inscrit dans un monde, je dirais, occidental, qui a des obligations. Vous venez de l'évoquer. On a signé des accords de défense avec toute une série de pays au Moyen-Orient. Donc on a signé un document. Ces pays nous achètent beaucoup d'armements au passage, ce qui veut dire qu'en fait ça fait fonctionner la balance commerciale, ça donne de l'emploi. Donc c'est vrai qu'on a des obligations, je dirais morales, financières, économiques et militaires, évidemment, avec les pays du Golfe. Donc en fait, on honore notre signature tout simplement. Vous ne craignez pas que lorsque l'on dit à la télévision à 20h devant les Français, j'envoie la frégate Languedoc, ça fasse plutôt rigoler les Iraniens que peur. Si c'est tout ce que tu as, on a envie de dire, si c'est tout ce que tu as proposé, et le Charles de Gaulle, avec l'argent que ça va coûter, va mettre une dizaine de jours pour y arriver, et là l'état-major américain disait, il peut venir, il n'est pas dans le circuit, il n'est pas dans le réseau. Il risque juste de nous embêter. En fait, c'est la mouche du coche. Est-ce que Macron n'était pas en train de jouer la mouche du coche? Il y a deux questions dans la question. La deuxième partie de votre question est parfaitement juste. C'est vraiment le fait de rentrer en Méditerranée, qui est déjà une petite mer, entre guillemets. Oui. Vous avez déjà un groupe aéronaval américain qui est colossal, qui a besoin de toute la surface et de tout le volume aérien. C'est vrai qu'avoir un Charles de Gaulle avec un groupe aéronaval derrière, ça va poser problème. Mais en même temps, les marins comme les aviateurs ont l'habitude de travailler en coordination, si tant est qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne s'engage pas à côté des Américains. Aujourd'hui, on met en place un dispositif militaire qui est destiné à agir en fonction de nos intérêts. On veut être présent, quoi. Voilà, au cas où. Présent au cas où. Et encore une fois, la frégate, c'est un cas particulier parce que la frégate va aller à Chypre, et Chypre, c'est les Britanniques. Et vous savez qu'ils ont eu plusieurs tirs de drones, oui, bien sûr, en provenance, qui sont des amis en plus, du Liban Sud. Et c'est vrai qu'il y avait c'est une manière d'affirmer une espèce de cohésion européenne. Maintenant, le groupe aéronaval, c'est pas n'importe quoi. Il y a 60 avions à bord d'un porte-avions français. Sur le porte-avions américain, il y en a 90. Bon, il y en a un peu plus. Mais on voit que c'est une force qui est significative. Au-delà du fait que les frégates et les sous-marins qui encadrent ce groupe aéronaval ont des moyens extrêmement importants. Entre autres, il y a des moyens avec l'Aster, qui est un missile anti-aérien. Vous avez des missiles extrêmement performants, probablement les meilleurs au monde. Donc c'est vrai que cet apport-là protégera probablement, en tout cas, Chypre. Maintenant, il y a également d'autres moyens. Les Rafales qui sont actuellement en place en
Cisjordanie, ça va être renforcé. On ne sait pas combien, c'est encore secret, bien évidemment. Et puis on met en place ce qu'on appelle un radar volant, un AWACS, qui va permettre en fait de faire de la coordination. Donc on voit qu'aujourd'hui on crée un dispositif qui va permettre en fait de répondre à une demande, encore une fois, soit des Qataris, soit des pays avec lesquels on a signé des accords. Donc encore une fois, on n'est pas offensif, mais on se met en disposition pour réagir à une attaque de l'Iran. Mon colonel Père de Jong, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de nous? Ils ont à leur côté la première puissance mondiale et quelque part les Britanniques qui sont pas loin non plus. Est-ce que vraiment l'apport militaire de la France, est-ce qu'on n'est pas à rebours de ce que Dominique de Villepin avait dit à l'ONU lorsqu'il y avait l'attaque de l'Irak? Vous me direz, c'est pas les mêmes circonstances. L'attaque de l'Irak, c'est pas le conflit irano, voilà. Cette guerre a quand même été déclenchée à l'initiative de Benyamin Netanyahou, qui a des raisons personnelles de la déclencher. Les Américains ont suivi parce qu'il y avait des menaces depuis quelques semaines qu'il fallait bien passer à l'acte. Est-ce que c'est bien prudent, vraiment? Est-ce que ces pays ont besoin de nous? Est-ce que c'est bien prudent de s'impliquer dans ce genre de conflit? Ça veut dire que, vous êtes en train de me dire, mon colonel, un avion français ou un missile français pourrait intercepter un drone ou un missile iranien, ça veut dire qu'on rentre en guerre avec eux, nous sommes d'accord. Est-ce que du coup, le terrorisme iranien peut pas dire, ah mais bienvenue la France, vous voulez qu'on s'occupe de vous, on va venir s'occuper de vous, puisque vous voulez rentrer dans la danse? Alors je réponds d'abord à votre première question. Effectivement, les Américains, les Israéliens n'ont pas besoin de notre dispositif pour renforcer leur organisation qui est vraiment très pléthorique. Premier point. Le deuxième point, c'est Clausewitz qui dit, la guerre, c'est la continuation de la politique, pas d'autres moyens. Oui. Le président français fait de la politique. Une politique internationale, il se positionne comme ayant un rôle international. On a un rôle international. On peut pas le nier. Donc, encore une fois, il affirme ce rôle. Et l'armée, c'est la partie avancée. Vous savez, un pays a deux outils pour faire de la politique. Un outil mou, la diplomatie, un outil dur, c'est les militaires. Aujourd'hui, c'est la partie militaire qui joue. Donc, le chef de l'État joue son rôle. Encore une fois, ça s'arrête là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans le mot défensif-offensif. Puisque, en fait, c'est un outil défensif qui est mis en place avec le groupe aéronaval. Il n'y a pas d'ennemi désigné réellement. Mais, M. Barrot a dit hier après-midi, que je sache, qu'on était prêt à tirer sur un missile à sa source. Alors là, ça se complique. Oui. Parce que si on tire sur... Alors, est-ce qu'on est sur le territoire de l'ennemi. Oui. On peut supposer qu'on tirerait, on va identifier le départ d'un missile, oui, et on tirerait sur le missile quand il est en l'air. Encore une fois... Mais si on touffe la rampe de lancement, c'est une autre histoire. Mais vous savez qu'on a déjà tiré sur des drones iraniens il y a 48 heures. Je sais. Donc en fait, ça a commencé. Voilà, simplement, on y rentre de façon, je dirais, délicate, je dirais plus discrète que les Américains, mais clairement, on y est déjà. Donc, le président de la République française, vous me le disiez également, et on en a déjà discuté ensemble, a de vraies prérogatives en matière de défense. On sait que la Constitution dit bien que, à l'article 20, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, que le Premier ministre et le ministre de la Défense ont une implication institutionnelle obligatoire dans un cas de conflit, qu'à un moment donné, le Parlement doit être consulté. Pour autant, le président de la République a une marge de manœuvre énorme. Vous me disiez vous-même que vous étiez à l'Élysée lorsque le président Mitterrand, alors qu'il était en cohabitation avec Édouard Balladur, et c'était Philippe Léotard qui était ministre de la Défense, il voulait aller au Rwanda et on y est allé. En 94, il y avait un blocage complet pour aller au Rwanda, et en fait, il y a un conseil de défense le 15 juin exactement 94. Il a décidé d'engager les forces françaises. Ils y sont allés. Alors après, le résultat politique n'a pas été très très glorieux parce qu'on a mal géré la fin de l'histoire, mais la décision, n'empêche, a été prise par le président Mitterrand. Mais il y a d'autres histoires comme ça. Il y a l'intervention également en 91. Rappelez-vous, le ministre de la Défense, M. Chevènement de l'époque, était contre cette intervention. Il a démissionné. De toute façon, en France... Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Exactement ça. Et en fait, en France, on est un pays, il y a des rares pays européens, en tout cas occidental, dans lequel le chef de l'État a une prérogative totale sur l'engagement des forces. C'est le chef des armées. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Alors évidemment, il y a un contrôle du Parlement qui s'exerce quelques semaines après l'engagement, mais il fait absolument ce qu'il veut. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le président français doit être capable de tirer un missile nucléaire s'il considère que les intérêts vitaux de la France sont engagés. C'est ça le cœur du problème. C'est le général de Gaulle qui a mis ça en place. Donc on peut supposer que ça fonctionne relativement bien, et c'est vrai que le président Macron ne rate pas l'occasion. Je veux dire, il rentre dans une partie politique extrêmement fine, il retrouve son rôle de président, en tout cas il l'a pas perdu, enfin physiquement il le trouve, il l'exprime. Depuis avant-hier, rappelons-nous à l'île Longue, où il a un discours extrêmement calibré sur la discussion française, qui est en fait un discours qui passe, je dirais bien, parce qu'il n'invente pas un nouveau modèle. Le mot clé, c'était quoi? Le mot clé, c'était que la décision lui appartient. Donc, en fait, il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis, le deuxième point, la partie de hier est intéressante. En 8 minutes, c'est très ciselé. Il dit, voilà, c'est la continuité du discours d'avant-hier, où il dit très concrètement, la France est présente et répond, elle répond à ses engagements. C'est une bonne manière de voir les choses, d'autant qu'on sait que les Anglais et les Espagnols, quasiment en même temps, ont dit pouce, ils ont considéré
considéré qu'ils n'étaient pas concernés. Alors, avec une petite clause, si j'ai bien compris, vous allez nous l'éclairer, nous la préciser, il y aurait peut-être on pourrait prêter nos services, se mettre à disposition pour une prestation. Puisqu'on est la force nucléaire, si d'autres ont besoin, on ne la délègue pas, mais on pourrait intervenir pour soutenir certains de nos partenaires. C'est ce que le président appelle la dissuasion avancée. C'est qu'en fait, l'idée est aujourd'hui, notre système est en France, point final. Accessoirement, il est quand même majoritairement sur des sous-marins qui sont ailleurs. Oui. Donc déjà, elle est déjà avancée. Mais c'est vrai que cette partie aérienne est une partie importante. Et le problème, on a un problème de portée des avions. Deuxième point, un problème de pénétration, si vous voulez, dans la zone ennemie quand vous devez tirer un missile nucléaire. Donc, bilan, l'idée qui a germé dans une discussion entre les chefs d'État européens, c'est que ceux qui acceptaient, donc des partenaires, aujourd'hui il y en a 8, donc qui acceptaient, on pourrait mettre en place, comme le font les Américains, on pourrait mettre en place des avions et des missiles nucléaires dans différents pays avec lesquels nous aurions signé des partenariats. Bon, alors peut-être qu'on peut dire qu'à partir de hier soir, la France est un peu de retour sur la scène internationale. Encore faut-il que ce soit de façon cohérente, approuvé quand même par l'opinion publique, mais je crois que c'est le cas, et dans une cohérence politique qui manque cruellement aujourd'hui à notre pays. Mais enfin, on existe toujours et on a encore les moyens de faire mal. Je pense que c'est l'essentiel. C'est fondamental. Et puis en même temps, je pense qu'aujourd'hui, quand c'est un peu compliqué, je pense qu'il faut se rassembler derrière le chef de l'État, quoi qu'il en soit, quelle que soit son couleur politique, la France doit rester unie. Et ça, c'est fondamental. N'oublions pas qu'on a comme des moyens déjà déployés. Je vous rappelle le Qatar, Abu Dhabi, la Jordanie, Djibouti. Donc on est déjà positionné. Donc encore une fois, ce n'est que la suite d'une histoire qui est déjà écrite. Nous sommes républicains et patriotes, même si dans certaines circonstances, c'est un peu plus difficile que dans d'autres. Merci, mon colonel, d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous recevoir parce que je pense que l'actualité nous amènera à vous réinviter pour témoigner de votre compétence et de vos connaissances. Et quand vous voulez. On parlera dans un instant du résultat du procès Samuel Paty. Et on vient d'apprendre par ailleurs à La Rochelle qu'un collégien a poignardé à 2 reprises un camarade dans l'enceinte de son établissement. Il a 14 ans. Donc voilà, on est vraiment dans le thème puisqu'on aura aussi l'occasion à partir de 13h de parler de l'évolution du système scolaire avec Jean-Paul Brigali. Voilà, vous restez bien avec nous. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio. On vous donne la parole. Vous pouvez poser vos questions aussi à nos invités. À tout de suite. La France dans tous ses états, les perles du jour. L'enquête se poursuit après la mort de Quentin, 23 ans, lâché à mort par des militants d'ultra-gauche. Une nouvelle opération d'interpellation a été menée ce matin dans le Rhône et dans l'Aube. Oui, Maud, ce sont donc 7 personnes interpellées par la DCT, c'est la direction territoriale direction de criminalité terroriste, c'est très important, pour signifier que c'est bien un acte de terrorisme qui est considéré, qui a été jugé par les autorités. On est dans le terrorisme, et qui s'ajoute aux 5 précédents. Ça fait donc deux nouvelles interpellations plus 5 ce matin. Ça fait 7, indique le procureur de la République de Lyon. Les 2 individus sont âgés de 22 et 26 ans. Ils ont été arrêtés dans le Rhône et dans l'Aube. Donc 7, là, aujourd'hui, le parquet considère que la totalité des gens qui étaient impliqués sont sous les verrous, vont devoir rendre compte devant la justice. Ça a mis du temps, mais je crois qu'il y a une vraie détermination de la part des pouvoirs publics pour éclairer cette tragédie qui aura forcément des répercussions. Ensuite, on verra bien comment se déroule le procès, mais ça a été pris au sérieux et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que c'était la DCT. Nous sommes bien dans du terrorisme et non pas du fait divers. Je vis beaucoup mal. Mais oui, mais on n'a plus de morphine, plus de médicaments, vous comprenez ? Un employé de l'Institut Gustave Roussy a été pris la main dans le sac, un sac contenant plusieurs millions d'euros de médicaments anticancéreux. Oui, c'est un employé donc de l'Institut Gustave Roussy, qui était un grand centre de cancérologie à la sortie sud de Paris. Il a été arrêté avec son complice pour le vol de médicaments servant au traitement contre le cancer. La somme est quand même de 3 millions. C'est une somme énorme. On se demande comment il a pu avoir la possibilité et le temps d'accumuler autant de médicaments volés. Moralement, c'était évidemment tragique. On se souvient d'un scandale du président de l'ARC, qui est l'association pour la recherche contre le cancer, qui avait détourné des sommes considérables il y a une vingtaine d'années. Et là, aujourd'hui, on va voler des médicaments destinés aux cancéreux pour s'enrichir, puis dans des conditions et dans des quantités astronomiques. Là aussi, et souvent on relate ce genre d'événements. Hier, c'était l'URSSAF. On détourne. On se demande comment ces grandes institutions, ces grands organismes n'ont pas des moyens quand même de contrôle. Arriver à 3 millions,
que ce soit quelques médicaments, mais arrivé à ce point-là, ça veut dire que la chose se produisait sans contrôle, en toute impunité, et heureusement qu'on s'en est rendu compte, parce que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Un film portant sur les derniers jours de Samuel Paty va bientôt sortir au cinéma. Je suis toujours dubitatif sur ce genre. Et pourquoi ? Bon, je sais pas. Écoutez, l'annonce a été faite en tout cas hier, après que le verdict ait été rendu au procès en appel concernant les 4 accusés qui ont mené à la décapitation du professeur il y a un peu plus de 5 ans. Samuel Paty est devenu une figure de la République debout face à l'ignorance et à l'islamisme, mais aussi un martyr que la France n'a pas su protéger. Alors ça ne consolera personne, encore moins sa famille, qui était en colère hier à l'énoncé des condamnations, qui, je le rappelle, ont été allégées pour 2 des accusés. On en parlera tout à l'heure avec Étienne Campion. Mais oui, un film a été tourné dans le plus grand secret l'été dernier. Il sortira bientôt en salle. Il s'intitule L'Abandon. Tout est dans le titre. Il est réalisé par Vincent Garand et il raconte les 11 jours d'emballement et de harcèlement numérique qui ont visé Samuel Paty après une fausse rumeur lancée par une élève de collège. L'adolescente avançait à l'époque que l'enseignant d'histoire-géographie avait demandé aux élèves musulmans de sortir de sa classe avant de montrer des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours auquel elle n'avait en réalité pas assisté. C'est cette rumeur qui a conduit à la décapitation de Samuel Paty en octobre 2020. Samuel Paty sera incarné par l'acteur français Antoine Reinhardt, qui avait été récompensé par un César en 2018 pour son interprétation dans le film 120 battements par minute. Il jouera aux côtés d'Emmanuel Berco, prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle dans Mon Roi. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, certains se sont indignés de la sortie de ce film. Un youtubeur en l'occurrence a fait parler de lui avec ce commentaire sous l'affiche du film: très inquiétant comme projet, faudra que le sujet soit super bien traité. Alors s'il s'inquiète qu'à la fin on découvre que les islamistes sont responsables de la mort de Samuel Paty, spoiler, c'est le cas. S'il s'inquiète de la responsabilité de la hiérarchie et des élèves, je l'invite à regarder le documentaire diffusé hier soir sur LCP avec les témoignages de ses collègues absolument glaçants sur le sujet. Bref, l'abandon porte bien son nom. Le problème n'est pas la conclusion du film. Le réalisateur fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que le film sortira, je pense pas qu'il sorte pendant le procès. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais oui, peut-être voilà, pour pas influencer. Alors par contre, c'est inspiré d'un livre qui a été publié sur le sujet, donc je pense qu'un film peut sortir de même. Tout à fait, mais le film est obligé de faire un résumé complet de l'affaire. Tant qu'elle n'est pas terminée et qu'elle est toujours en justice, c'est toujours plus délicat. Et puis on sait toujours que le cinéma peut prendre des libertés ou pas des libertés. Est-ce que c'est vraiment la retranscription fait par fait, mot à mot de ce qui s'est passé? Ou est-ce que récupération, je suis pas inquiet. Puis d'abord, les réalisateurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas le problème. C'est qu'il y a une mauvaise interprétation et quand on fait coller le cinéma à une tragédie liée à l'actualité, il y a toujours. Les juges sont suffisamment indépendants normalement pour porter leur jugement et travailler sans être influencés par une œuvre. Oui, ou alors que le film ne corresponde pas tout à fait aux conclusions de la justice. Bon, mais je pense que les délais sont assez larges et qu'il n'y aura pas de confusion du genre. Et puis chacun ses brebis galeuses, à droite comme à gauche. On parlera de la France Insoumise dans un instant, mais d'abord le Rassemblement National. Oui, le Rassemblement National, Jordan Bardella a fait des déclarations assez précises. On sait que, on soupçonne toujours le RN d'avoir dans ses rangs, depuis 1972, lorsque le Front National fut créé par Jean-Marie Le Pen, il y avait des gens qui étaient accusés d'avoir été des collabos, des pétinistes, il y en a peut-être certains qui l'étaient d'ailleurs. Le Rassemblement National n'a plus grand-chose à voir avec ce Front National de 72. Pour autant, il y a des gens d'extrême droite, avec des idéologies condamnables, qui se croient bien placés, bien inspirés d'aller au RN. Là-dessus, c'est indéniable. La vigilance du comité politique du Rassemblement National est intraitable. On exclut en permanence des gens qui n'ont rien à y faire. Là, le dernier portait sur un Vincent Claudin, qui est un assistant parlementaire de Lisette Piolet, député du Rhône. Voilà, et il a écrit: il faut brûler Elisabeth Bronstein. Alors Bronstein, c'est le nom originel d'Elisabeth Borne. Et puis il a dit qu'il préférait l'eugénisme au mélange avec des races de singes. Bon, on a partout des brebis galeuses, tous les partis en ont, pas seulement la France Insoumise d'ailleurs, et le Rassemblement National. Et si on fouillait un petit peu dans les archives, on rencontrerait souvent des témoignages qui sont dérangeants. Pour autant,
on peut que se réjouir que le Rassemblement national soit très exigeant là-dessus, parce que c'est clair qu'on l'attend au tournant, que les municipales arrivent. Il sait qu'il a des adversaires qui vont guetter la moindre faille. Tout va être épluché. Quelque part, je me dis, ça leur rend service, c'est un audit. Eh ben, l'autre jour, c'était Libération. Bon, ben, écoutez, si vous avez d'autres nouvelles à leur donner, allez-y, ça rendra service. Ça les aidera. Moi, à la rigueur, je serais eux, je dirais rien, et puis je sortirais la brebis galeuse au moment venu. Mais là, dès qu'il y en a un qui a fait un faux pas, on le signale. On verra si le RN est vigilant et exigeant. Jusqu'à présent, on peut pas les accuser d'avoir gardé chez eux des gens qui sont indésirables. Contrairement à d'autres, du coup. C'est le thème du sujet suivant. Le Parti socialiste tente de s'extirper de ses accords passés avec la France insoumise et c'est pas gagné. Oui, il y a eu une réunion du bureau national du Parti socialiste et là ils ont considéré que trop c'est trop, que la coupe était pleine et qu'il y avait même la goutte qui avait débordé sur des propos antisémites de Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y aura pas, c'est un événement, c'est une information politique majeure. Il n'y aura pas d'accords électoraux au deuxième tour aux élections municipales. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera systématique parce que une tête de liste socialiste, si pour sauver son poste de maire, elle a besoin de faire alliance avec le LFI, je pense qu'elle le fera. On verra ce qui se passe d'ailleurs à la mairie de Paris si Emmanuel Grégoire est aussi rigoureux que ça. Je pense que dans les communes où il y a un enjeu électoral à quelques centaines de voix près, je vois mal le Parti socialiste refuser. Au cas par cas, ce sera assez compliqué. Surtout qu'on pourra toujours dire, mais lui c'est un LFI gentil, l'autre c'est un LFI méchant, celui-là sent bon, celui-là sans là. Moi, je me souviens très bien c'était une phrase de Jean-Marie Le Pen qui disait quand on veut grimper au cocotier, il faut avoir le caleçon propre. J'adore cette formule. C'est vrai pour le RN, c'est vrai pour le Parti socialiste. Et là, je rajoute la petite phrase de Fabien Roussel. Alors, il n'est pas au Parti socialiste, c'est le secrétaire national du Parti communiste qui a dit Mélenchon, c'est un peu notre Frankenstein, la créature dont on a perdu le contrôle. Bon, ça fait des copains. En tout cas, il y a du rififi à gauche, mais tout le monde fait le ménage. Au RN, on fait le ménage. Au PS, on fait le ménage. Mais ce qui est compliqué pour le Parti socialiste, c'est que comme ils ont les députés ont été élus sur la base justement d'une alliance avec la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, ils siègent aujourd'hui à l'Assemblée avec eux. Donc se désolidariser pour les municipales, c'est bien. Symboliquement, c'est bien. Mais en fait, pour le reste... La facture va être très dure. Alors c'est tout à leur honneur. Hein. Il y a 68 députés socialistes grâce aux voix des électeurs LFI. C'est sûr qu'en termes de groupe parlementaire, ils peuvent tomber à 10 ou 12. C'est courageux de dire on mange pas de ce pain-là. Mais c'est rigolo parce qu'on voit que les liens se défont à gauche mais se font à droite en fait. Mais je vais vous dire... En ce moment, l'Union des droites fonctionne dans certaines régions, certaines communes. Depuis 1920, au congrès de Tours, séparation de la section française de l'Internationale ouvrière, donc Léon Blum, les socialistes et les communistes, ils se détestent. Souvent se sont massacrés en 1930. En Allemagne, ils se sont massacrés. Ils ont quelquefois fait des alliances, le Front populaire, l'Union de la gauche, mais ça se finit toujours très mal. Et encore, c'était le Parti communiste. Là, on a affaire à des gens qui sont d'une gauche au-delà du Parti communiste, une gauche très agressive qui les insulte. Et on revoit le vieux concept du social traître. Les sociotraîtres, c'est des salauds. Et donc, les LFistes n'ont qu'un mot à la bouche. Qu'est-ce qu'on est allé faire avec ces gens-là? Ce sont des gens qui ont toujours couché avec le capitalisme et qui ont toujours renié les valeurs de la vraie gauche. Et puis, au Parti socialiste, les électeurs vous disent, mais qu'est-ce qu'on est allé faire avec les trotskistes qui ont toujours été des gens qui ont le couteau entre les dents? C'est des bolcheviks agressifs. Donc, les Français, les électeurs s'y retrouveront. En tout cas, les choses sont en train de se clarifier. On va bien rire en 2027. Vous restez bien avec nous. Nous allons revenir sur le procès Paty avec Étienne Campion, journaliste à Marianne, qui a suivi ce procès du début à la fin. N'hésitez pas à lui poser vos questions en direct sur Sud Radio 0826 300 300. La France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Un peu plus de 5 ans après le meurtre de Samuel Paty, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict en abaissant notamment les peines de 2 hommes qui ont eu un rôle dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat du professeur. Avec des peines allant de 6 à 15 ans de réclusion, la famille de Samuel Paty est en colère. Pourquoi une telle clémence? On en parle avec Étienne Campion, journaliste à Marianne, qui a suivi ce procès du début à la fin. Bonjour Étienne Campion. Bonjour, merci de me recevoir. Merci Étienne Campion d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Vous étiez présent au procès hier. D'abord, quel était le climat? C'était très tendu ou c'était serein? Franchement, c'était tendu comme le sont souvent les verdicts, surtout dans des procès de ce genre. Faut voir à quoi ressemble un verdict. Un verdict, c'est long avec l'attente pour y accéder déjà est longue. On ne sait pas à quelle heure en fait vont finir de délibérer les juges. On apprend globalement que ça va être 19h15. Finalement, ça devient 20h.
La salle est pleine à craquer. Il y a évidemment beaucoup de stress d'abord pour les accusés, bien sûr, mais aussi pour leurs familles, et pour les familles, et sur les bancs des parties civiles aussi, pour la famille de Samuel Paty. Donc évidemment, ça donne une ambiance très très dure. Il faut se rappeler qu'en première instance, lors du verdict, il y a eu des échauffourées. Les 2 sœurs de Samuel Paty avaient dû être exfiltrées. Voilà. Bon, là, il n'y a pas eu d'échauffourée, mais il y a eu déferlement d'émotions contradictoires, puisque la famille d'Abdelhakim Sefrioui a dû entendre encore ce chiffre de 15 ans. Des femmes, des hommes se sont effondrés en pleurs. Qui est la confirmation de la première peine. Hein. C'est la seule peine qui n'a pas été modifiée. Oui. C'est ça pour donc Abdelhakim Sefrioui, celui qu'on appelle le prédicateur. La peine de Brahim China, le père de famille qui a diffusé la vidéo qui a donné lieu à la fatwa numérique, lui a vu sa peine passer de 13 ans à 10 ans. Donc, bon, émotion contrastée, on va dire, pour la famille de Brahim China et pour Brahim China. En revanche, pour les 2 jeunes amis qu'on aurait pu dire complices, mais la justice dit que justement, ils ne sont plus complices. Oui. Eux ont vu leur peine passer de 16 ans pour complicité d'assassinat à simple association de malfaiteurs, et non plus une association de malfaiteurs. Je rappelle, il y en a un qui avait prêté un couteau et le deuxième qui avait déposé l'assassin Zorov devant le lycée, je crois. Voilà, en gros, l'idée c'est qu'ils ont participé à le véhiculer, hein, globalement, et qu'ils étaient des amis. Bon, la justice va devoir exprimer ses motifs, et donc on n'a pas encore l'exposé précis de ce verdict. Simplement, c'est dur à comprendre de l'extérieur, parce que c'est un jugement contrasté. À la fois, quand même, c'est fort. On peut pas dire que la justice s'est complètement mis à plat ventre devant et a excusé totalement les accusés. Abdelhakim Sefrioui prend toujours 15 ans et Brahim China 10 ans. Il faut rappeler quand même qu'Abdelhakim Sefrioui n'est pas entré en contact avec le tueur. En fait, la justice a repris le verdict de la première instance dans l'appel en utilisant en élargissant le filet de l'association de malfaiteurs terroristes à une fatwa numérique. Donc, en fait, vous allumez un feu, même si ce feu, c'était pas vous qui l'utilisez pour tuer Samuel Paty. Si quelqu'un l'utilise, eh bien, vous êtes coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Étienne Campion. Par destination. Oui, Étienne Campion. Le procureur demandait 20 ans pour Sefrioui, qui est condamné à 15 ans. Peine confirmée. Il est évident que si Sefrioui était condamné à 15 ans, les 2 autres, qui étaient condamnés à 16, pouvaient pas avoir 1 an de plus que celui qui est le principal accusé. Alors, si c'est 7 ans, on dit que c'est pas cher payé, c'est quand même la prison. Ils sont tous rentrés, ils ont tous été incarcérés hier soir, ou non? Oui, il y a un mandat d'amener immédiat. Tous ces gens-là étaient incarcérés depuis 2020. Donc en fait. Vous voulez dire que donc même les 2 jeunes qui ont été accusés de complicité. Oui, les deux jeunes sont prisonniers depuis 2020. C'est pour ça il y en a un notamment qui a pris 6 ans. Il va sortir bientôt, puisque ça va faire 5 ans en fait avec. Oui. Vous voyez, avec le jeu des remises de quelques mois, il est possible qu'ils sortent là cette année. Donc oui, ces gens-là sont tous en prison, et d'ailleurs ça faisait partie des enjeux de l'audience. C'était il y a des interrogatoires sur leurs conditions de détention, sur la façon dont ils se comportent, etc. Donc ces 2 jeunes-là, ils sont déjà en prison depuis 5 ans. Est-ce qu'il a été établi que ces 2 jeunes, parce que les 2 autres cas, Chnani et Sefrioui, on voit bien quel a été le rôle, et la justice a été sévère, 15 ans maintenus, 13 à 10, c'est quand même 10 ans, mais c'est vrai que c'était 13 au départ, et un autre tribunal aurait pu suivre le parquet et mettre 20 ans et 15 ans, ou 20 ans et 16 ans. La définition du rôle des deux jeunes complices, il a été établi qu'ils savaient que le Tchétchène venait pour tuer, ou ils ont dit non. Ils disent non. C'est ça la grande différence. La grande différence entre la première instance, c'est pour ça que je fais une incise, mais c'est pour ça que je reconnais que franchement ça doit être compliqué à comprendre pour le grand public. Il y a une première cour de magistrats professionnels qui donne à ces jeunes-là 16 ans complicité d'assassinat. La seconde en appel
ne reconnaît qu'une association de malfaiteurs de droit commun et 6 et 7 ans. Donc, effectivement, on peut se poser la question, la justice, c'est des hommes, ce sont pas des dieux. Moi, je dis qu'on peut contester, on peut les commenter ces décisions, pourvu qu'on se penche sur la façon dont se sont déroulées les audiences et qu'on se penche sur la logique de ce verdict-là. Donc, la façon dont les juges... quels ont été les arguments pour changer d'avis? C'est ça, en fait. De passer de 16 à 7. Donc on a considéré... Voilà. En fait, moi, je vous le dis, c'est la façon dont je vois les choses. Encore une fois, on est des chroniqueurs de la justice, puisque la justice n'a pas encore exposé ses... Il paraît qu'on a raccourci... Il paraît qu'hier a été raccourci, on a demandé aux juges de ne pas lire la totalité des attendus, je crois. Oui. Ça s'appelle une lecture simplifiée, en fait. La juge demande aux avocats, est-ce que vous êtes d'accord, pour des raisons d'intelligibilité du verdict, on fasse une lecture simplifiée qui dure pas 30 minutes. Il faut aussi penser aux accusés et leurs familles et aux parties civiles qui ont en fait envie d'avoir rapidement l'énoncé des peines pour pas que ça traîne et puis pour que ce soit plus rapide à encaisser. Donc qu'est-ce qui a joué? Certainement en appel, cette fois-ci, l'âge. Au moment des faits, Naïm Boudaoud, par exemple, avait 18 ans. L'idée qu'il aurait été sous influence du tueur. Et effectivement, il n'y a pas de preuve matérielle qui démontre la connaissance du passage à l'acte d'Abdullah Kanzorov, qui manifestement aurait pu leur cacher à ces deux-là ses intentions. Voilà, donc bon, on peut refaire tout le dossier et reprendre. Il y a eu 2 jugements différents. C'est pour moi la preuve que la justice comporte une part de subjectivité et on a affaire à des êtres humains et pas des dieux et qu'on peut commenter tout ça. Voilà. Après, honnêtement, le cœur de la décision, c'est on punit fortement les auteurs idéologiques du dossier. Voilà, les 2 principaux. Plus vous avez participé, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que Brahim China et Abdullah Kanzorov n'ont pas cherché Brahim China et Abdelhakim Sefrioui n'ont pas cherché à entrer en contact avec Kanzorov, et pourtant ce sont eux qui prennent qui ont déclenché. Voilà. C'est quand même les déclencheurs qui sont entrés en contact direct, dont ces 2 amis-là. Et par ailleurs, une autre actrice du dossier, qui s'appelle Priscilla Mangel, qui a été jugée en première instance, mais qui n'a pas fait appel, puisqu'elle a écopé d'une courte peine, je crois, il me semble que c'est 3 ans. Les avocats de la défense ne cessent de dire, on cessait de dire pendant les audiences, mais cette personne-là, cette jeune femme radicalisée, a écrit sur Twitter au tueur, lui a dit en gros la chauffer à blanc avec des discours islamistes radicaux, lui a aidé à entrer en contact avec Brahim China. Elle a que 3 ans. Bon, donc effectivement, il y a des incongruités dans ce dossier, et ce qui est retenu à la fin, c'est la fatwa numérique. Et voilà. Et donc il y a quand même un édifice qui tient. On peut pas dire que tout s'est effondré. Et je rappelle qu'il y avait quand même un monde dans lequel Brahim China et Sefrioui étaient acquittés. C'est difficile de jauger la probabilité. Moi, je dis qu'il y avait quand même 10 à 15% de chances qu'il soit acquitté. Et d'ailleurs, celui qui a fait la plus grande percée dans cet édifice, quelque part pour les 2, China et Sefrioui, c'est Franck Berton, qui lors de sa plaidoirie de très grande qualité pour défendre Brahim China, je pense, c'est là qu'il a réussi à abaisser la peine de son client, a en fait failli emporter le tout. Pourquoi? Parce que si vous voulez condamner une association de malfaiteurs terroristes, l'un, China, vous devez condamner aussi l'autre, parce qu'ils l'ont fait à 2. Est-ce qu'ils sont entrés en contact? Ça aurait été incohérent de mettre association de malfaiteurs à l'un et pas à l'autre. Donc, en fait, en ayant failli faire acquitter son client, Brahim China, Franck Berton a failli aussi faire acquitter Sefrioui. Mettez de puisqu'on parle d'avocat, la théorie, la stratégie, la tactique de maître Francis Villemain qui dit mais il y avait de la discrimination dans les cours de Samuel Paty, qui a scandalisé tout le monde par son abjection, n'a pas porté ses fruits. Finalement, Sefrioui a bien été condamné à 15 ans, confirmé par la cour d'appel.
Bien sûr, bah ça c'est aussi une des grandes leçons de ce verdict. Bon, on rappelle que Francis Villemain n'était pas l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui en première instance. Il l'est devenu en novembre 2025. Moi, il me l'a expliqué, je l'ai eu au téléphone, on en a longtemps discuté. D'ailleurs, Francis Villemain parle un peu à tout le monde dans la salle des pas perdus. Il est assez sympathique d'ailleurs. Et il explique volontiers sa démarche. C'est Abdelhakim Sefrioui qui est entré en contact avec lui en novembre, et au début des débats en janvier de cet appel, Francis Villemain fait une sortie choc en disant moi je vais le dire, le tabou de ce dossier, c'est que Samuel Paty a eu un cours discriminatoire. Samuel Paty n'est pas un islamophobe, mais il a discriminé ses élèves durant ce cours. Et la décapitation, la charge morale écrase tout, et moi je vais aller dans le droit, vous allez voir. Bon, manifestement, ça n'a pas marché. Il faut aussi quand même parler de sa plaidoirie en défense, dont j'ai rendu compte sur le site de Marianne et qui est sur Twitter. Elle était extrêmement scandaleuse. Il a été encore plus loin que ces premières déclarations-là. Il a dit que l'association de malfaiteurs terroristes, c'est une association de musulmans terroristes. Il va falloir bientôt que tous les musulmans de France aient un petit T cousu sur leurs vêtements. Voilà l'étoile des juifs. Il a dit que globalement, si les juges n'allaient pas dans son sens, ce seraient des petits juges, et qui seraient par contre des grands juges s'ils acquittaient Abdelhakim Sefrioui. C'était extrêmement scandaleux. Moi, à ce moment-là, honnêtement, je me suis dit, il se tire une balle dans le pied. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Les autres avocats d'Abdelhakim Sefrioui, dont Vincent Brengart, qui sont plus fins et plus bons élèves et plus nuancés, sont assez mal à l'aise en fait, parce que on se souvenait de lui dans l'affaire Papon. C'est quand même un spécialiste des causes perdues et des causes nauséabondes. Étienne Campion, merci d'avoir témoigné à l'antenne de Sud Radio sur le procès. Je pense que s'il y a des suites judiciaires, on fera appel à vous parce que vous avez l'air d'avoir une très belle connaissance du dossier. À bientôt. Merci. Au revoir. La fabrique des crétins se porte bien, Perico? Oui, avec Jean-Paul Briguelli qu'on va recevoir. Il va nous expliquer où en est l'école française. C'est un expert, c'est un observateur. Vous pouvez nous appeler et vous devez nous appeler parce que vous aussi, vous avez des enfants à l'école. Vous aussi, vous avez constaté l'effondrement de l'école de la République. Vous aussi, vous êtes déprimé, vous êtes absolument horrifié par ce que devient justement ce milieu scolaire. Et vous aurez en Jean-Paul Briguelli un interlocuteur qui répondra à vos attentes et à vos inquiétudes au 0826 300 300 ou Emmanuel Galasso guette vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sur une thématique qui est l'enjeu essentiel de notre avenir, de cette République, qui est l'école de la République. Jean-Paul Briguelli est un enseignant, c'est un prof à l'ancienne, c'est un prof qui porte des valeurs, j'allais dire même des principes républicain dans sa façon d'enseigner. Il est donc habilité à donner son avis aujourd'hui sur ce qui est arrivé et sur ce qui arrive, puisqu'il est l'auteur de La Fabrique du crétin, qui fut un chef-d'œuvre vers l'apocalypse scolaire aux éditions L'Archipel. On va voir aujourd'hui si cet apocalypse se porte bien. Et puis il avait ensuite écrit L'école sous emprise. On devine par ce titre ce qu'il voulait supposer. Jean-Paul Briguelli, vous regardez aujourd'hui, vous habitez la région marseillaise, vous avez enseigné dans des lycées marseillais, vous êtes un homme de terrain, vous êtes un enseignant de terrain, vous êtes, je peux le dire, vous êtes pédagogue en plus, c'est-à-dire que vous savez transmettre, vous savez expliquer, et je disais, vous êtes surtout un observateur, vous êtes un homme qui a des valeurs politiques précises, patriote et citoyen, je le disais. Votre inquiétude de l'époque, l'année où vous avez écrit La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, vous êtes plutôt rassuré ou vous êtes encore plus inquiet que ce que vous étiez à l'époque? Vous savez, je souffre en ce moment de ce qu'on appelle le complexe de Cassandre. Oui, je vois très bien ce que c'est. J'ai dit ce qui allait se passer et personne ne m'a cru. Et le cheval de Troie est tenté dans Troie et la ville est en l'air. Disons qu'on vous a pas cru à ce point-là. Vous n'étiez pas le seul à dire que ça allait mal. J'étais pas le seul. Alors, La Fabrique du crétin, ça s'est passé en deux époques. C'est comme Les Trois Mousquetaires, vous savez. Rappelez-nous l'année. Alors, le premier, c'était 2005. 2005, vous vous rendez compte? 2005. Il y a 20 ans. 2005, il y a 20 ans, et des poussières d'ailleurs. C'était sous-titré La mort programmée de l'école. Puis j'ai repris le titre avec un autre sous-titre qui était effectivement vers l'apocalypse scolaire. Parce que l'apocalypse, on y est, non seulement à l'école, mais d'ailleurs de façon générale. Ça sera le sujet de mon prochain livre. Mais il y a Alors, en 2005,
lorsque j'ai sorti ce livre, en même temps, il y a une femme que vous connaissez sans doute qui s'appelle Natacha Polony. Natacha Polony, oui. Voilà, le nom ne m'échappait, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait Nos enfants gâchés. Et je me rappelle une conversation que nous avons eue une dizaine d'années plus tard, où elle m'a dit « Nous avons perdu ». Parce qu'effectivement, nous nous battions pour une école républicaine et qui maintienne les valeurs et la culture de la République. Et sous prétexte de démocratie, sous prétexte de nivellement par le bas, sous prétexte d'accueil de tous les autres, etc., cette école s'est dissoute, mais totalement dissoute. Faut voir une chose, c'est que ma génération, en gros celle du baby-boom, n'est plus devant les élèves. J'étais né en 53, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans, j'ai enseigné pendant 45 ans sans discontinuer. C'est fini. Ceux qui sont devant les élèves, c'est au minimum, la génération qui est née dans les années 80. Oui. Alors, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais fait un article dans Causeur qui s'appelait Génération Ratus. Ratus, Péricole Gaz, ça vous dit rien. C'était le manuel d'apprentissage de la lecture fait par l'édition Hatier à partir de 1991, juste après la réforme Jospin, qui a marqué l'entrée dans l'apocalypse. Vous savez, j'allais vous demander, vous situez où la césure? Alors, vous dites que c'est la vraie le ministère césure, de Jospin. Le moment où ça a été très difficile de remonter, c'est la loi Jospin, juillet 1989, facile à se rappeler, c'était le bicentenaire de la Révolution et l'éclatement de la République, au fond. Hein. Et c'est là qu'il a décidé que l'élève était acteur de son propre savoir et qu'on a inventé ce qu'on appelle le constructivisme. L'élève construit son propre savoir. Il n'a pas besoin de le demander au maître, il le construit par lui-même, il a la science infuse. Doctrine qui nous vient d'où, au départ? Des États-Unis quand même un petit peu? Alors un tout petit peu des États-Unis dans les années 50, mais qui a été transmise en France de façon massive par Philippe Mérieux. Voilà. Donc le duo Mérieux-Jospin. Ensuite, on va avoir Mérieux qui était un conseiller direct de Jospin. C'est à Jospin qu'il a imposé finalement l'idée des IUFM, devenus les SP, devenus INSPE. Les IUFM qui sont les écoles, l'école normale de formation des profs qui devient les IUFM. C'est là où vous dites qu'on commence à déconstruire. Alors on a commencé à déconstruire sérieusement. Donc, il faut bien vous mettre en tête que les enseignants que vous avez face à vos enfants qui ont moins de 40 ans appartiennent à cette génération Ratus qui a été formée en méthode globale. Je dirais formatée. Qui a été formée par ce que on appelle l'enseignement de l'ignorance. Je suis pas le seul à m'être battu. Nous sommes un certain nombre à nous être colletés avec les minables qui opéraient au nom de la pédagogie. Et la didactique et de toutes sortes de belles sciences. Donc les pédagogues, c'est là que ça commence vraiment. Les pédagogues, c'est là qu'ils s'imposent. C'est là qu'ils s'imposent et qu'ils vont se partager les postes. C'est-à-dire que tout l'état profond de l'éducation nationale est contaminé par le pédagogisme. Alors qu'est-ce qu'on sape? Qu'est-ce que le pédagogisme sape dans les fondements institutionnels de l'école de la République, celle qui a fait les gloires de la France et la grandeur de ce pays? Quels sont les premiers méfaits que le pédagogisme impose à l'éducation nationale? Ce qu'il a détruit, c'est la transmission. La transmission, figurez-vous, c'est vertical. C'est-à-dire qu'il y a un maître et puis il y a un élève. C'est fini. La relation doit maintenant être horizontale et le maître a autant à apprendre de l'élève que l'élève du maître. On connaît cette phrase. On connaît cette phrase célèbre. Moyennant quoi, on a incité les maîtres à cesser, par exemple, de s'intéresser à la littérature classique et à s'intéresser à la littérature moderne, de façon à ce que ça dise quelque chose aux enfants. Alors, c'est une anecdote personnelle. J'étais au lycée de Corbeil-Essonnes, un lycée qui était particulièrement dur, au Tarteret, etc. J'ai eu des élèves qui, l'année d'avant, avaient tué leur prof de français. C'est pas une métaphore, elle était morte. Voilà, c'était pendu. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, elle nous faisait étudier des textes tirés de Libé, monsieur. Et sur la banlieue. Et on n'en avait rien à faire de la banlieue. Ils m'ont dit ça au moment où moi je les faisais travailler sur Mallarmé. Bien sûr. Et
qui vous est cher. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on dit, mais on vient pas ici pour apprendre comment on vit dans nos HLM pourris. On vient ici pour apprendre autre chose. On vient ici pour rêver. On vient ici pour apprendre. C'était eux qui étaient dans le bon sens. C'était eux et c'était elles qui déviaient. Oui. On était en 92, un truc comme ça. C'est terminé. C'est terminé. Je veux dire, la génération alpha, qui est devant les maîtres actuellement, est une génération qui est imbue d'elle-même, qui est d'une prétention absolue et qui ne sait absolument rien. Donc il serait ravi d'avoir des textes de Libé ça, tout à fait. D'ailleurs, il serait ravi. Il pense qu'il pourrait les écrire. Ah oui, d'accord, voilà. Carrément. D'ailleurs, vu le niveau de certains stagiaires dans un certain nombre de rédactions... Alors, c'est important ce que vous dites. Non seulement il y a de l'ignorance, mais il y a de l'arrogance. Et ça va. Et plus il y a d'ignorance... Ça va de pair. Je me rappelle une métaphore que j'utilisais en classe. J'avais des grands tableaux blancs, vous savez. Je faisais un point. Je disais, ça, c'est ce que vous savez. Puis je faisais un gigantesque cercle. Je dis, ça, c'est ce que je sais. Le reste, c'est ce que nous ignorons. Et vous savez bien que votre contact avec l'ignorance est très faible. Donc vous avez l'impression de tout savoir. Oui. Moi, mon contact avec l'ignorance est gigantesque. Total. Donc j'ai l'impression de ne rien savoir, de devoir apprendre constamment. Ah voilà. oui. C'est fini, ça. Vous posez des jalons tout à fait paradoxaux. C'est fini. C'est-à-dire que on les conforte dans l'idée qu'ils savent. Qui savent déjà, qui naissent sachant. Ils naissent sachant. Je vous rappelle que les parents, d'ailleurs, auront une part de responsabilité lorsqu'ils affirment que leurs enfants sont des HPI, etc., etc. Alors, on va être clair, Perico Legas. Des élèves géniaux, en 45 ans, j'en ai rencontré 2. Mais vraiment très bon, vraiment remarquable. Et ça a été confirmé par la suite de leur parcours. Voilà, ils ont l'un et l'autre réussi Polytechnique à 16 ans. En effet. Bon, après, on perd de vue. 2. En revanche, des petits prétentieux à l'appel, et surtout au fur et à mesure que le temps passait, de plus en plus à l'appel. Alors j'ai enseigné les 10 dernières années en classe préparatoire. Théoriquement, c'est la crème de la crème. Mais je me rappelle, la première disserte que j'ai corrigée, il y en a un qui avait écrit « Il les plante » avec un S à plante, puisqu'il y avait « les » devant. Et oui, c'est logique. En hypocagne. Le pluriel. Vous voyez, voilà. Oh la vache. Et parlant de ça à un inspecteur, un jour, il m'a dit « Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il a eu le sens du pluriel. » D'accord. Voilà. Bon. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas pendu cet inspecteur séance tenante? Je me le demande encore, mais c'est tout ce qu'il méritait. Toute l'éducation nationale est infiltrée d'incapables, d'ignorants et de prétentieux. Bon, nous sommes sur le bon ton. Jean-Paul Briguely. Je reçois Jean-Paul Briguely, qui fut l'auteur de La Fabrique du Crétin. Il a écrit depuis d'autres livres et il a pris d'autres positions, notamment à Causeur, qui est la publication dirigée par Elisabeth Lévy, que nous entendons très souvent dans la matinale. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous voyez le ton qui a été donné par Jean-Paul Briguely. Ce n'est pas un homme rassuré. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous rassurer. Peut-être nous donnera-t-il quelques clés, s'il reste encore un sursaut pour sauver cette école de la République sans laquelle la France n'est rien et à laquelle elle doit tout. Appelez-nous donc au 0826 300 300. Vous êtes certainement ancien enseignant ou enseignant en activité. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes ancien instituteur du temps des Hussards Noirs. En tout cas, vous avez un mot à dire parce que vous avez des enfants ou de la famille qui sont concernés. On attend votre appel et votre avis et Jean-Paul Briguely vous répondra avec ces mots sans prendre, j'allais dire, la moindre prudence ni la moindre mesure. Il a des choses à dire, il a envie de les dire aujourd'hui sur nous. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Paul Briguely avec lequel nous faisons un tableau apocalyptique puisqu'il avait dit dans son livre La Fabrique du Crétin vers l'apocalypse scolaire, selon lui nous y sommes et on n'a pas forcément besoin de lui pour savoir que nous y sommes, sauf qu'il nous donne aujourd'hui des détails et des éléments qui sont totalement terrifiants. Il a une compagne qui est également enseignante, qui elle est encore sur le terrain. Jean-Paul Briguely a pris sa retraite et qui confirme. Et Jean-Paul Briguely, ce qui vous fait le plus mal, c'est non seulement la désagrégation de cette merveilleuse machine qui était l'école de la
République, la lâcheté de la classe politique, l'influence d'idéologies nocives. Et là, vous dites, on est en train de payer l'effondrement du niveau culturel scolaire. C'est-à-dire que même les enseignants, les élèves sont nuls, mais les enseignants qui sortent de cette formation des IUFM des années 90 sont aujourd'hui le fruit de cette dérive, et c'est la qualité de l'enseignement lui-même qui devient catastrophique. On leur a fait croire que, en ayant appris, soi-disant, à enseigner, cela pouvait combler tous les trous qu'ils avaient au niveau culturel. C'est ça. Aller sur les sites, style Néoprof, etc., de profs nouvellement nommés, et ils se targuent fort d'avoir des ignorances absolues. Ils n'ont jamais lu ni Balzac, ni Zola, ni personne d'ailleurs. Hein. Ils sont incultes, donc. Ils sont incultes, et en un sens, c'est l'idée, vous savez, de la même façon qu'il y a eu un imbécile en 1793 qui avait dit « La République n'a pas besoin de savants », ça avait amené Lavoisier à l'échafaud. Là, actuellement, c'est l'enseignement n'a pas besoin de sachants. C'est un tort, parce que je vous le dis, c'est 45 ans d'expérience, hein. On fait cours avec du savoir. Et ce que les élèves ou étudiants viennent chercher, c'est du savoir. Pas du blablabla sur les derniers développements et savoir qui d'Israël ou du Hamas a raison. Ce qui est devenu l'université, voir les développements à Sciences Po, à Lyon et ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous dites non seulement il y a un affondement du niveau culturel et même éducatif, mais en plus du coup cet affaiblissement permet à d'autres éléments idéologiques ou doctrinaires de rentrer dans le milieu d'école, dans le milieu du savoir. Tout à fait au départ, il faut revenir tout à fait au début de la République. Hein. L'école laïque, Jules Ferry, se construit contre l'école confessionnelle. 1880, Très bien. À peu près, oui. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place de la transcendance qui était offerte dans les écoles religieuses? On met la laïcité, on met la République. À l'époque, on prépare 14-18, voilà, oui, on le sait. On est dans la revanche. Et actuellement, qu'est-ce qu'on met? On met rien. On met rien. Comprenez bien que la pédagogie en soi, c'est pas une transcendance. Non. Donc, ils vont aller chercher des transcendances ailleurs. Soit ils vont le chercher dans des fanatismes religieux à droite et à gauche. Je rappelle que c'est un truc qui est absolument terrifiant. Les jeunes religieux sont beaucoup plus extrémistes que leurs aînés. On l'a vu. Et que leurs parents, d'ailleurs. On l'a vu. Je rappelle, c'est chez les jeunes qu'on rencontre un nombre sidérant, à 20 ou 25%, de platistes. Oui, de platistes. Persuadés que, puisqu'on voit la ligne d'horizon plate, hein, c'est que la Terre est plate. Voilà. Ça fait du monde, hein, 25%. Plus ceux qui considèrent que leur religion et les textes de leur livre de référence passent avant les lois de la République. Voilà. Et que d'ailleurs, il y avait dedans toutes les réponses à toutes les questions, puisque de toute façon, ça a beau avoir une date de rédaction, c'est incréé. Donc, c'est avant, pendant, après. Oui, donc c'est un côté etc. Jean-Paul Brigelli, nous avons un appel de Bayonne. C'est Frédéric qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous avez enseigné ou vous êtes touché par les questions scolaires? Alors, effectivement, j'ai enseigné pendant 26 ans dans un lycée professionnel, donc les travaux paysagers, en fait. Oui. Je suis moi-même entrepreneur en travaux paysagers. Et donc, j'ai exercé cette double profession, on va dire, depuis ma création d'entreprise, où mon ancien lycée m'avait demandé un petit peu au secours parce que j'avais passé un BTS de travaux paysagers. C'était à quel endroit? Et c'était à Asparren. Asparren, au Pays Basque, donc. Voilà. Et donc en fait, c'est dans les années 90 que je suis rentré, au départ un petit peu pour prêter main forte un peu à des collègues sur l'enseignement des végétaux. Oui. Et après, on m'a demandé un petit peu de plus en plus de disponibilité, on va dire, et on m'a octroyé des heures supplémentaires. Donc bon, j'étais là un peu l'engrenage et j'osais pas refuser, et ça m'intéressait quand même d'enseigner à des élèves de bac pro, de BEP, puisqu'à l'époque c'était du BEP. Tout à fait. Et après, ils sont passés en bac pro, donc on a supprimé le BEP, là aussi au niveau des institutions, des ministères qui changent. Oui. Donc j'ai un peu assisté un petit peu à tout ce qui se dit, c'est-à-dire
chaque fois des référentiels qui changent au fil des ministères qui changent, des consignes différentes. Et effectivement, moi j'avais le problème que je me sentais pas dans la pédagogie. Alors c'est pour ça que j'ai rejoint votre interlocuteur de tout à l'heure. Jean-Paul Brigelli. Voilà, je me disais, c'est vrai que on aurait pu m'apprendre à apprendre. Donc moi, j'apprenais comme je savais. Je suis quand même quelqu'un de terrain à la base. Mais ça se passait très bien. Avec les problèmes aussi de l'éducation nationale. Là, on dépendait du ministère de l'Agriculture. Mais là, vous avez vu la dégradation concrètement. Vous l'avez vécu et subi ou non, cette régression? Concrètement, c'est que j'ai enseigné pendant 26 ans. Il y a eu des changements de direction et un directeur qui me faisait confiance, j'étais même à l'époque responsable de classe, etc., avec quand même quelques tensions de mes collègues. Vous voyez ça d'un mauvais œil parce que j'avais mon entreprise, donc qui se disait je vais leur prendre des responsabilités, donc de l'argent. Oui. Ce n'était pas mon intérêt à la base. Et donc mon directeur me dit il faudrait que tu te contractualises parce que j'étais contractuel d'État à l'époque. Oui. Et donc entre-temps il y a eu des problèmes dans le lycée. Le directeur s'est fait un peu virer, on va dire. Oui. Et donc il avait fait ma demande pour ma contractualisation. Oui. Entre-temps, il y a une directrice qui a été mutée chez nous, qui n'avait pas forcément les compétences de la direction, et qui, en gros, m'a mis des bâtons dans les roues. De quel genre? De quel genre? C'est-à-dire qu'une direction doit préparer le professeur à l'inspection. Donc rien n'était préparé, on m'avait annoncé qu'il fallait faire les deux groupes comme d'habitude, des travaux pratiques. Mais sur le plan de l'enseignement, est-ce qu'il y a eu du changement sur la pédagogie que vous deviez appliquer? Et sur le plan de l'enseignement, non, on me laissait, sauf que on cadenassait vraiment, tout était vraiment, c'est là que le problème, donc le débat de ce jour, c'est-à-dire que on met des gens à la limite compétents qui savent travailler, mais on leur met de l'administration, c'est-à-dire vous avez plus de brouettes pour travailler, il faut faire des devis pour acheter des brouettes, vous devez acheter du gazole, en fait, vous n'avez pas les outils pour travailler et on vous impose de demander des devis, d'étudier la question et entre-temps, les élèves n'ont pas le matériel. On a compris, Frédéric. Je vais faire réagir Jean-Paul Brigelli dans quelques instants. Merci de nous avoir appelés, vous témoignez. Vous avez exercé pendant 26 ans sur le terrain et Jean-Paul Brigelli a évidemment un commentaire à faire sur ce qui vous est arrivé. Vous nous retrouvez dans quelques instants. Appelez-nous au 0826 300 300 comme Frédéric, d'où que vous soyez et qui que vous soyez, parce que vous êtes concerné par cette question de l'école qui s'effondre, peut-être directement ou personnellement. Et Jean-Paul Brigelli répondra à votre question au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Paul Brigelli pour un débat à la fois passionné et passionnant. C'est pas un débat, c'est un face-à-face, c'est un dialogue. L'auteur de La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Le drame, c'est que 20 ans après, Jean-Paul Brigelli me dit, mais c'est encore pire que ce que je craignais. Et il est en train de nous décrypter pourquoi. Jean-Paul Brigelli, la situation, il s'agit bien de l'école de la République. Vous êtes en train de me dire que l'avenir de la France, aujourd'hui, et la société française, sont menacés de décomposition. Perico, où voyez-vous la République actuellement? Qu'est-ce qu'il reste de République actuellement? Dans certaines incantations, des professions de foi et un enfer pavé de bonnes intentions. Quelques nostalgiques de l'ère Seguin-Chevènement. Vous voyez, non, c'est fini la République. Sous prétexte de démocratie, et démocratie est un terme qu'il faudrait utiliser d'une façon très suspicieuse. Quelque sorte. Oui, vous l'avez dit abîmé. Non, mais la démocratie, ça a été fait pour une cité, Athènes, où il y avait à peu près 3000 votants. Voilà, à cette échelle-là, ça fonctionne.
Ça ne fonctionne pas pour une France de 70 millions de Français. Pour revenir à l'école, vous connaissez la phrase de Condorcet, le suffrage universel mis à disposition d'un peuple inculte peut conduire à la dictature des imbéciles. C'est à peu près ça. On y est ou non ? On y est. On y est tout à fait. Je rappelle quand même que c'est au plus haut niveau. Si je prends seulement les ministres de l'éducation, sur les 10-15 dernières années, bon, dictature des imbéciles. On a eu Najat Vallaud-Belkacem, on a eu Pape Ndiaye, on a eu Madame Oudéa Castéra, etc. L'actuel est comment, là ? L'actuel, c'est Monsieur Geffray. C'est un technocrate qui avait été mis là par Blanquer, etc., et qui confond l'obéissance technocratique avec l'innovation. Il n'est pas le seul. Et bien sûr qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais je parle de ministre en général. Hein, il est sans intérêt, il parle en phrases creuses, il n'a aucun pouvoir. Le vrai pouvoir, ce serait de dire aux profs, bon, je vous augmente de 40%. Il faut remonter à quand, Jean-Paul Brigelli, pour trouver un bon ministre de l'Éducation nationale ? Alors, de mémoire d'homme et de mémoire de Brigelli. Darcos avait un petit peu essayé, mais il est parti au bout d'un an. Même Jean-Michel Blanquer, sur le primaire, a fait quelques avancées. Voilà, Blanquer a fait quelques avancées. Bayrou, certainement, avait essayé de faire quelque chose, mais le côté cogestion avec le SNES a limité un petit peu son action. Non, c'est un ministère dont personne ne veut. C'est le plus gros budget de l'État, mais personne n'en veut. Donc le mammouth de Claude Allègre est une réalité. Il faut dégraisser le mammouth, c'est une réalité. Il faut absolument, je pense... Là, c'est pas seulement dégraisser. Il faudrait que ce soit plus un ministère, il faudrait que ce soit confié à un certain nombre de professionnels qui s'en occuperaient au long terme. Je me rappelle Darcos me disant, quand on fait une réforme dans l'éducation, on voit les effets au bout de 15 ans. Et 15 ans, c'est pas le temps des politiques. Les politiques veulent des résultats à 3 mois, en quelque sorte. Alors, je vais vous rassurer, Jean-Paul Brigelli, parce que nous avons des statistiques disant que les Français vont confier leurs enfants, non plus au public dont vous êtes en train de nous expliquer qu'il est en train de crever et de nous tuer, mais à l'école privée, à l'enseignement privé, où les choses se passeraient beaucoup mieux. Ça vous rassure ou pas du tout ? C'est un peu incantatoire, parce que il y a du très mauvais public, mais il y a quand même du bon public, et il y a du bon privé, mais il y a quand même du très mauvais privé. Oui. Alors... Voilà. C'est-à-dire que c'est pas la ligne de fracture, c'est pas privé ou public, c'est dis-moi comment tu enseignes, dis-moi ce que tu enseignes, et je te dirai ce que tu vaux. Sauf qu'on peut considérer que le privé a peut-être résisté un petit peu plus au nom des valeurs qui sont les vôtres sur l'éducation nationale. Pas tant que ça, parce qu'ils appliquent les programmes. Ah, mais ensuite, mais pendant tout le privé qui est sous contrat applique les programmes. Jean-Paul Brigelli, il y a un déferlement d'appels. Je ne sais pas si vous avez suscité de la colère ou au contraire vous rassurez ceux qui avaient un doute sur l'avenir de l'école. Nous sommes en ligne avec Laetitia qui nous appelle de Compiègne. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc oui, je vous appelle de Compiègne. J'enseigne dans un établissement privé sous contrat. Oui. Et je fais le même constat que Monsieur Brigelli. Ouf, j'allais me dire que vous alliez l'engueuler. Non, parce que c'est ce qu'il vient me dire en fait. Nous respectons les programmes et forcément, nous respectons aussi tout ce qui nous vient du ministère. Et il y a quand même une baisse du niveau. Et nos élèves, on a de plus en plus d'élèves, par exemple, qui ont, tout à l'heure, il parlait des HPI, des 10, voilà. Vous êtes en poste depuis combien de temps, Laetitia ? Une quinzaine d'années. Donc vous avez senti l'effondrement de façon très concrète ou non ? Vous l'avez vécu ? Oui. Moi je le ressens d'année en année même. D'année en année, d'une année sur l'autre, diantre. Et en fait, j'ai eu la chance, je suis quand même, je suis née en 70, donc j'ai eu la Très chance beau millésime. d'avoir une formation, je dirais, correcte et d'avoir d'excellents professeurs au lycée et à l'université. Mais votre premier poste, vous vous souvenez de votre premier poste ? Mon premier poste, c'était dans le privé. Oui. En enseignement général, oui. Oui, en lettres. Oh.
Mais voilà. Et je constate effectivement en 15 ans que là, il y a une chute. Vous avez une explication? Vous avez une explication? Vous avez une explication personnelle? Les injonctions permanentes sur justement le fait de ne plus transmettre. Moi, j'ai fait ma formation pour le concours tard. Et j'ai entendu clairement, on nous a dit l'essentiel, ce n'est pas de transmettre des connaissances, c'est vous êtes là pour faire des activités avec vos élèves qui co-construisent le cours avec vous. Eh ben, Jean-Paul Brielli, ça, c'est pas que ça vous rassure. Vous voyez, à Compiègne, Laetitia vous confirme qu'elle a vécu cette situation aussi. C'est général ou non? C'est général. Ça fait général. Ce sont des consignes générales. Il faut bien imaginer que ce que j'appelais la technostructure a envahi tout le domaine décisionnel et ce que l'on impose aux enseignants qui, malheureusement, quand ils ne sont pas bons, bondissent là-dessus en se disant finalement j'ai qu'à mettre les tables par carré et puis passer d'un groupe à l'autre et puis les sortir une fois de temps en temps, etc. Vous savez, la sortie scolaire est devenue un must là, actuellement. Oui. Ça permet de pas être vraiment devant les élèves. La relation face à face est terminée. Elle est d'ailleurs honnie. Faites-vous inspecter sérieusement en faisant un cours classique, vous allez vous faire assommer par l'inspecteur qui vous dira que c'est trop vertical. Mais qui sont, pour utiliser une expression chère à mon ami André Berkoff, qui sont les rachitiques du bulbe qui ont pu ainsi, j'allais dire, massacrer l'éducation nationale? C'est des directives politiques, c'est des programmes qui ont été conçus par des spécialistes. Oui, mais ils se sont cooptés les uns les autres. Vous savez, il y a un truc assez curieux, c'est que parmi les tenants de l'enseignement républicain, les tenants de l'élitisme républicain, il y a dedans des gens tout à fait remarquables qui se tirent dessus en permanence parce que justement ils mettent en jeu des différences minimes. De l'autre côté, il y a une bande de minables extraordinaires qui se cooptent et qui s'épaulent sérieusement parce qu'ils savent qu'ils sont pas bons. Mais en gros, ils ont un effet de meute en quelque sorte. Et il y a quelques inspecteurs qui sont tout à fait décents, on en a connu, vous et moi, mais ce qu'il faut voir, c'est, je me rappelle un enseignant il n'y a pas très longtemps qui était inspecté dans l'Académie de Versailles, et son cours se passe très bien, et l'inspecteur lui dit « ça va pas du tout, parce que les élèves se taisaient. Il faut qu'il y ait dans la classe un perpétuel papotis. Le papotis, c'est l'enfant adultérin du papotage et du gribouillis. Vous voyez, ça, c'est un inspecteur qui préconisait ça. Il faut que ça bourdonne, parce que le bourdonnement est créatif. Non, le bourdonnement empêche de se concentrer sur ce que l'on voudrait écouter, et je le dis à tous les parents qui nous écoutent. Je prenais 2 points de colle quand je bourdonnais. Ce soir, quand vos enfants rentreront de l'école, demandez-leur « Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui ?» Et puis vous verrez les réponses. Et 9 fois sur 10, les gosses vous regardent les grands yeux en disant « Rien. » Oui. Rien. Et ils savent pas non plus ce qu'ils ont eu dans leur assiette. Ils ont dit que c'était mou et blanc, donc ils savent pas si c'est du veau ou du poisson. Donc on est bien d'accord. Hein, Laetitia, vous voyez que voilà, il va pas vous rassurer. Je confirme. Mais il y a aussi l'enseignement du latin, par exemple, qui est largement en perte de vitesse et qui va dans le sens de l'abaissement du niveau. Hein. Vous êtes suicidaire, Laetitia, de nous parler de l'enseignement du latin aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet. Non, mais bravo. C'est vrai. Ça a été ce sont des ordres qui ont été donnés à l'époque de Volk-Belkacem. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, par exemple, on ne peut plus faire, moi en classe, j'ai fait du latin et du grec quand j'étais élève. Oui. Bon, on ne peut plus faire les deux. C'est l'un ou l'autre. C'est ça. Et encore, c'est même plus du latin, c'est de la civilisation latine. Là-dedans, si vous voulez, la maîtrise des déclinaisons, elle passe à l'as, véritablement. Alors on leur raconte Spartacus en long, en large et en travers, parce qu'il y a une série télévisée qui portera dessus, mais savoir véritablement pourquoi le verbe se met à la fin dans la phrase latine, ça, dans un autre rêve. Eh bien, écoutez, on peut toujours rêver. Laetitia, vous continuez à exercer quand même avec conviction. Oui, oui. Et puis, je suis là pour mes élèves, pour justement
transmettre des connaissances et voilà, aussi bien en français qu'en latin. Vous enseignez à Compiègne ? Oui. Bon, on saura qu'il y a encore un établissement en République française qui garde des valeurs. Merci pour vos témoignages, Laetitia. Merci infiniment. Merci beaucoup. Jean-Paul Brigali, je pense que vous avez quand même des enseignants, des anciens collègues qui viennent vous voir en disant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on devient. Le problème, c'est que mes anciens collègues, 9 fois sur 10, sont à la retraite également. Et ils se sont reconvertis dans l'horticulture parce que la pédagogie leur sort par les yeux. Véritablement, ce qu'on leur a fait faire ces 20-30 dernières années, c'est terrifiant. C'était de l'ordre du harakiri permanent, en quelque sorte. C'est-à-dire que on a été recruté dans des concours qui sont pas forcément faciles en fonction de connaissances précises. Vous savez, se taper un programme d'agrégation, c'est pas absolument évident. Bon, et à l'arrivée, on leur dit, mais surtout, oubliez tout ce que vous avez appris. Allez vers les élèves, écoutez-les. Il y a eu alors ça date d'il y a très longtemps, c'était sous De Gaulle qu'une commission a décidé que c'était la langue de la rue qu'il fallait apprendre aux élèves et non plus la langue des grands écrivains. Bien sûr. Jean-Paul Brigali, nous sommes en ligne avec Eva. Eva, je vous prends dans quelques instants. Voilà, le temps d'une pause. Appelez-nous au 0826 300 300 comme on fait Eva, Laetitia et Frédéric. Jean-Paul Brigali est là. Je vais pas dire qu'il est chaud bouillant, mais il est quand même remonté comme une mécanique contre ce qu'on est en train de faire de l'école sacrée, l'école de la République. Et apportez-nous votre témoignage et votre humeur. Ici, c'est le Parlons Vrai et on accepte toutes les considérations. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Paul Brigali qui est aujourd'hui dans le chagrin et en même temps la combativité, témoin exceptionnel de la dégradation, de l'effondrement de notre éducation nationale, auteur de La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Jean-Paul Brigali, je vais pas vous laisser repartir sans un mot d'espoir. Je sais, vous allez pas me le trouver. Pourtant, on s'adresse aux parents qui sont là avec des enfants. Vous nous inquiétez. Ils le constatent. Ils n'ont pas besoin de vous pour savoir qu'il y a un effondrement du niveau par rapport à ce qu'ils ont connu. Alors, c'est les grands-parents. Je vous raconte pas ce qu'ils disent du niveau des petits-enfants. Est-ce qu'il y a quand même, sans dire que ça va tout de suite s'arranger, quelles sont les voies et les pistes qu'un gouvernement responsable, avec une vraie prise de conscience, parce que vous avez rencontré on est dans la fiction là, Perico. Non, est-ce que si les citoyens français mettent au sommet de la République des gens qui veulent s'en sortir, quelles seraient les pistes immédiates que vous imaginez qu'on vous donne tout de suite le ministère de l'Éducation nationale avec les pleins pouvoirs pendant 3 ans, on vous fout la paix. Quelle est la première mesure que vous prendriez pour essayer d'inverser le cauchemar ? Alors je vais me faire des amis là. Oui. La fin de la liberté pédagogique. C'est-à-dire que sous prétexte de liberté pédagogique, vous avez un nombre incroyable d'enseignants qui font tout et n'importe quoi. Il faut refaire des programmes extrêmement exigeants, des programmes par exemple chronologiques en histoire. Il faut apprendre l'histoire, véritablement savoir d'où l'on vient, où l'on va. Luc Ferry était directeur des programmes. Oui, mais il faut voir, il y a eu des gens remarquables comme directeur des programmes qui ont été mis complètement à l'écart. Il faut absolument refaire les programmes, dire aux enseignants, dorénavant, vous apprendrez ça aux élèves. Donc directive et vous l'apprendrez comme ça. Voilà. C'est-à-dire que on arrête de divaguer sur l'apprentissage de la division comme une suite de soustraction infinie, etc. On apprend les 4 opérations de base au CP, on les apprend par cœur. Le par cœur est absolument essentiel. Et si vous croyez que ça entame votre être profond, c'est une idée absolument bizarre. Je rappelle une chose simplement, c'est que les gosses sont férus de classements sportifs. Oui. Ils adorent la compétition. Et les notes aussi, alors. Mais en classe, il est interdit de les mettre en compétition. Il faut refaire de la compétition. Imaginez
des passerelles pour les passer d'un niveau à un autre, par matière peut-être, refaire complètement le système, arrêter de recruter des gens pour faire plaisir aux syndicats qui voient uniquement des billets d'adhésion en plus. Il faut recruter des gens bien formés. L'ancien recteur de Paris, Christophe Kerrero, a mis sur pied des formations sur le modèle des classes prépa. Qui est venu ici, nous a dit ça. Eva, vous nous appelez de Béziers. Eva, dites-nous ce que vous ressentez quand vous écoutez Jean-Paul Brielli. Alors, je suis entièrement d'accord avec lui et je ne comprends pas que on ne vous ait pas pris au ministère de l'Éducation nationale. Il a été consulté par des hommes d'État. Il a raison quand il dit le programme, il n'est pas là pour 5 ans. Parce que vous avez un Hubert qui arrive et qui va changer d'idée. Mais moi, j'ai l'impression que l'éducation qu'on donne à nos enfants, puisque mon fils avait 7 ans, et je l'ai suivi de sa première année de maternelle à 2 ans, j'ai été parent d'élève jusqu'au lycée. Et j'ai vu une évolution catastrophique. Une régression, oui. Ah oui, alors notamment du côté des profs submergés pour des raisons qu'on peut comprendre, les parents, la société qui a changé, les valeurs qui ont changé, les enfants qu'on écoute, et que les parents viennent embêter les instituts ou les professeurs. Il y a ça aussi. Oui. Et moi, j'ai vécu avec mon fils. J'ai toujours dit à mon fils, parce que je suis de 65, j'ai eu la chance d'avoir des profs à l'ancienne. Et je peux vous dire, j'avais une prof de français en 5e, 4e. Vous rentriez en classe, on entendait les mouches voler. Il y a longtemps, hein. Oui, il y a longtemps. Mais le plus cancre de la classe, ne bougez pas. Vous aviez les manches retroussées, elle vous disait « tu vas faire la vaisselle ». Mais je peux vous dire que cette phrase, je l'ai répétée à mon fils. Vous voyez, alors, l'éducation qu'on a reçue, ce qu'on a retiré de l'école, de notre enseignement et de certains profs, ça se transmet à nos enfants. Et j'ai toujours dit à mon gamin, je te préviens, si tu as une mauvaise note, c'est que tu l'as méritée parce que tu n'as pas travaillé. Par contre, si l'institut, le professeur se plaint de ta personne, je ne prendrai pas ta défense. J'irai voir le prof, on ira en discuter. Eh bien, c'est un témoignage assez rare et précieux. Évidemment, il va dans le sens que... Par contre, je suis allée au collège rencontrer un professeur de musique, une professeure, c'était son premier poste. Et mon fils était en 5e. Un gamin a fait rire toute la classe. Donc, elle a mis 0 prochain contrôle à venir. Ainsi d'autorité. Merci Eva pour votre témoignage, parce que le temps nous manque. Jean-Paul Brielli, on parle bien de méritocratie. Oui. C'est bien le fondement de l'école de la République, c'est la méritocratie et de la vie politique en général. Nous en parlons, mais l'institution a cessé d'en parler. C'est un très gros mot. Et pour avoir dit méritocratie, Péricle Legaz, vous êtes forcément fasciste. Eh bien écoutez, il faut assumer quelquefois. Nous le sommes l'un et l'autre. Donc il y a un certain nombre de fascistes dans ce pays, puisque nous croyons beaucoup à la méritocratie. Surtout, nous constatons, Jean-Paul Brielli, depuis qu'elle n'est plus appliquée, ce pays va dans le mur à tous les niveaux, culturel, politique, social et bien sûr économique. Vous savez, quand on n'a plus les mots pour s'exprimer, on sort un couteau et on plante le copain, comme on l'a su, on le voit tout le temps. C'est typique. Lorsqu'on n'a plus que l'injure à la bouche, lorsqu'on n'a plus que l'arme à la main, c'est que on n'a plus les mots pour ça. Vous voulez dire que l'apocalypse scolaire conduit à la guerre civile, ou favorise la guerre civile? Favorise la guerre civile, et la guerre civile, on y va tout droit. On va quand même se battre, il reste encore des moyens de se battre, vous êtes bien d'accord. Il y a encore des enseignants qui sont à votre côté. Il y a des enseignants qui partagent mes idées, ils le disent pas tout haut souvent, parce que le système est absolument étouffant. On pense à eux. Mais je leur dis quand même à tous, alors, enseignants et non enseignants,
par les temps qui courent, il faut beaucoup lire et en même temps faire de la musculation et s'entraîner à la course parce qu'on va vers des temps troublés. Donc lecture et musculation, c'est-à-dire effort intellectuel et effort physique, une âme saine dans un corps sain. Par exemple. Écoutez, c'est une bonne définition. On va conclure là-dessus, on aura l'occasion de se revoir. Jean-Paul Brigelli, merci. Merci à vous. Merci d'être venu témoigner depuis Marseille. Et bon, j'aurais préféré que vous me disiez il y a une lueur d'espoir. On fera encore quand même en sorte qu'on puisse un jour l'espérer. Merci, je vous dis à demain, de midi à 14h, et je vous laisse avec Brigitte Lahaye qui va partager avec vous des considérations moins angoissantes que celles de Jean-Paul Brigelli. À bien demain, merci. Sud Radio. Sud Radio.